footballeur professionnel à recruter en cabinet, puis en entreprise et maintenant chef d'entreprise, j'ai eu quelques vies avant de trouver mon équilibre, ma singularité et de réussir à la placer dans un environnement favorable au développement de mon plein potentiel. Bonjour, je suis Jess Bichet. À travers ce podcast, j'ai envie de vous partager des histoires passionnantes et singulières de celles et ceux qui, comme moi, ont osé s'écouter, ont osé faire des choix audacieux pour trouver leur équilibre. Bienvenue dans un monde hors norme. Bonjour Benjamin. Bonjour Jess. Comment tu vas ? Très bien, merci. Merci de nous accueillir dans tes locaux de Levallois-Perret. Aujourd'hui, on est à Levallois-Perret. Pour te rencontrer, toi, Benjamin Gros, président de la société Digi. Merci de nous accueillir. Qu'est-ce que Digi ? Merci à toi pour l'invitation. Digi, c'est une société que j'ai créée il y a un peu moins de 10 ans maintenant, avec un associé qui s'appelait Thomas, qui est aujourd'hui une société d'une 50aine de collaborateurs. Alors, qui s'appelait ? Alors, on espère, il n'est pas mort. Mais... Non, il n'est pas mort. Mais vous avez pris des chemins différents. On a pris des chemins différents il y a quelques années et je suis actionnaire majoritaire de Digi depuis bientôt 2 ans. Okay. Depuis juin 2022. D'accord. Voilà. Et donc Digi, c'est une société de conseil qui est axée donc en informatique et qui est axée essentiellement tech. On se veut être une société de tech par des techs avec plusieurs particularités dont on reparlera peut-être un peu plus tard, mais qui est globalement avec un modèle assez disruptif de fonctionnement vis-à-vis de nos consultants et de nos collaborateurs. Quand tu dis peut-être juste en 2 mots, des techs par des techs, l'idée, c'est à contrario de l'ensemble des ESN qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui, c'est d'avoir tout un management et des fonctions entre guillemets support notamment qui sont des anciens techniciens, alors, okay. Techniciens en informatique évidemment, mais je pense notamment à notre nouveau DG qui est récent sur le poste, alors, qui est un ancien de Digi puisque ça fait 5 ans, 6 ans maintenant qu'il est chez nous, qui s'appelle Patrice, qui est notre ancien directeur technique, okay. Qui a fait 20 ans de projet. Et puis on a toute une fonction aussi RH qui est en partie occupée par des anciens développeurs, des anciens chefs de projet, pour avoir une vision et une approche axée technique sur l'ensemble des sujets qu'on adresse, que ce soit les sujets de recrutement, les sujets commerciaux. Okay. L'idée, c'est qu'on ait aujourd'hui l'ensemble des collaborateurs qu'on met en contact avec nos clients, que ce soit des techniciens ou pas, ils sont coachés au quotidien par des anciens techniciens ou même des personnes qui peuvent être aujourd'hui encore techniques pour faire en sorte qu'ils soient pertinents sur leur sujet et surtout qu'ils soient cohérents par rapport au marché du point de vue de l'offre notamment. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes une 50aine, c'est ça ? Une 50aine, absolument. Ok. Et donc, on va remonter un peu dans le temps. D'où viens-tu ? D'où pars-tu, Benjamin ? Alors, je suis parisien d'adoption. Ça fait une 15aine d'années que je suis à Paris maintenant. J'ai grandi et j'ai étudié à Lyon. Tu es né à Lyon, du coup ? Je suis né à Lyon. Lyonnais. Okay. Absolument. Je suis lyonnais. J'ai fait toute ma scolarité à Lyon, donc jusqu'au bac. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce à Lyon. Avant de partir en 2008 à Paris pour un stage chez Stellantis, qui s'appelait encore à l'époque PSA, où j'ai fait de l'analyse financière. J'ai fini auditeur en 2013 ou en 2014. Avant de rejoindre Digi. T'as été auditeur pendant combien de temps ? J'ai été auditeur pendant un peu moins d'1 an. C'était ce que tu avais envie de faire à ta sortie d'école de commerce ? C'était vraiment le plan de devenir auditeur ou peut-être après, comme beaucoup, de rejoindre un des Big Four, Price Alors, j'ai été auditeur chez PSA. J'ai été auditeur chez PSA dans la filiale bancaire qui s'appelle maintenant, je crois, Stellantis Financial Services.
Est-ce que la question elle est compliquée, enfin la question est facile, la réponse est un peu plus complexe. Est-ce que c'est ce que j'avais envie de faire probablement à une époque, puisque on m'a jamais mis le couteau sous la gorge pour accepter des postes, et à l'époque j'étais très heureux, il n'y avait pas de sujet. Mais maintenant, si j'en suis parti, c'est qu'il y avait des raisons aussi, et que ces raisons-là, elles sont aujourd'hui, j'imagine, pleinement justifiées. Non, mais derrière tes études de finance, stage en audit, enfin, j'imagine que tu te prédestinais pas du tout à être patron de boîte, globalement. Non. T'as été auditeur pendant 1 an et ensuite tu fais quoi? Alors j'ai fait de l'analyse financière pendant 3 ans. Ah, ok. Et ensuite j'ai été auditeur. D'accord. Pendant un peu moins d'1 an, date à laquelle j'ai créé Digi, ouais, exactement. Après, pour revenir, enfin, si la question c'est de savoir comment est-ce que je suis passé d'un emploi cadre classique dans une boîte du CAC 40 à faire du conseil, puisque c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et de salarié à chef d'entreprise. Et de salarié à chef d'entreprise. La réponse, c'est que j'ai toujours eu envie de travailler pour moi, de créer mon environnement aussi, parce que je suis un petit peu un électron libre sur certains aspects. Le contexte de l'époque, dans la société dans laquelle j'étais, c'était quand même un contexte qui était un contexte de grosse société, dans laquelle, si tu ne... Enfin, il y a quand même un aspect politique qui est quand même assez important. Il y a un aspect aussi académique qui est assez important, c'est-à-dire que bon, globalement, on sait, c'est connu, c'est pas un secret de polichinelle, c'est que si t'as il y a des sociétés dans lesquelles si t'as pas fait les écoles qu'il faut, des très grandes écoles, et moi j'ai fait une école qui est plutôt une école de fond de classement, si t'as pas fait des grandes écoles, tu ne peux pas accéder à certains postes. Et puis bon, j'étais pas à mon aise là-dedans. J'étais très heureux pendant 4 ans, mais j'étais pas forcément à l'aise. Je sentais que ça allait être compliqué d'évoluer. Et puis j'avais envie de faire autre chose surtout. J'avais 25 ans. Ouais. Et bon, l'idée c'était quand même à un moment donné de prendre dans ma vie des risques tôt. Enfin, ce risque-là, entre guillemets, tôt. Parce que j'avais pas grand-chose à perdre. Derrière, oui. À l'époque, quoi, à part récupérer. Est-ce que tu te dis pas que, tu dis, ça a toujours été dans un coin de ta tête de devenir entrepreneur. Est-ce que tu t'es un peu comme certains, voilà, je fais quand même quelques années en entreprise histoire d'accumuler un peu d'expérience, de me frotter à certaines expériences et ensuite je me lance en tant qu'entrepreneur, ou tiens, est-ce que tu te dis aujourd'hui j'aurais peut-être pu commencer plus tôt ou pas? J'aurais pu commencer plus tôt, mais j'aurais probablement fait les choses un peu différemment. Il y a quand même un avantage certain à travailler dans des structures de cette taille-là. C'est quand même que tu apprends ce que c'est que les process, tu apprends à travailler, entre guillemets. C'est-à-dire que bon, quand tu sors d'école, tu sais pas faire grand-chose. Et l'idée, c'est vraiment de se dire... Enfin, c'est vraiment... que tu découvres le contexte de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait que globalement qu'une entreprise fonctionne. Et effectivement, quand tu arrives dans un service d'audit et que tu découvres que pour faire 2% du business, y a 300 procédures qui se courent après, qui doivent être suivies à la lettre pour faire en sorte que le business fonctionne. Bon, tu comprends que le process, il a un sens et que c'est comme ça qu'il faut travailler. Ouais, d'accord. Donc ça, j'aurais probablement pu faire la même chose un peu plus tôt. Maintenant, j'aurais pas fait les mêmes rencontres non plus, parce que j'ai quand même fait des rencontres pendant ces 4 ans. Et surtout, à l'époque, j'ai quand même créé Digi avec quelqu'un que j'ai rencontré quand j'avais 24 ou 25 ans. Donc, et j'aurais probablement pas créé Digi tout seul. Même si aujourd'hui, je suis actionnaire majoritaire parce que j'ai tout racheté à Thomas il y a quelques années. J'aurais probablement pas fait le choix de me lancer seul sur le sujet. Être deux, c'est quand même c'est un côté un peu plus confortable. Parce que toi, t'as créé jeune, hein. T'avais quel âge au moment de la création? J'avais 25 ans.
Ouais, 25 Un ans. peu plus de 25 ans. Et pourquoi pourquoi Thomas, pourquoi lui, quels ont été vos rôles respectifs au début de l'aventure? Pourquoi lui? Parce que c'était quelqu'un... déjà, c'est un ami. Ouais. On s'entend toujours très bien. Et puis, c'était quelqu'un, globalement, qui était quand même très pushy sur certains aspects business, et c'est quelqu'un avec lequel, quand tu travailles, tu te sens... Il y a de l'émulation, quoi. Parce qu'il a plein d'idées, il a plein de choses, il a plein de sujets en tête, il a une bonne vision aussi sur pas mal de sujets business. Donc... Oui, parce que lui, vous créez ensemble Digi, mais lui, il a d'autres sujets en parallèle. Hein. Lui, il avait un autre sujet en parallèle, et il a rebifurqué assez dans les 4 ou 5 ans qui ont suivi sur un autre projet, un projet start-up, qui lui a eu un succès différent, puisqu'il a levé quelques centaines de millions d'euros juste avant le Covid, en 2018, en 2019, je crois. C'était une des plus grosses levées de la French Tech à l'époque. On peut dire de quelle société on parle? Ouais, c'est la société Miro. Miro, Ouais. Ouais. Qu'il a créé avec un ou plusieurs associés, je ne sais plus. Et en fait, donc lui, il a pris un chemin un petit peu différent, entre guillemets, dans les 4-5 ans qui ont suivi. Tout en restant évidemment chez Digi en parallèle, mais quand on va lever 150 ou 200 millions sur les marchés et auprès de fonds d'investissement, on n'est plus au quotidien sur les problématiques qu'on peut avoir nous sur une société de conseil où la croissance est forcément un peu plus faible, et les sujets sont un peu moins Sont différents. c'est pas les mêmes. Ouais. Mais du coup, t'es assez tôt finalement. C'est toi qui es opérationnel assez tôt finalement sur Digi, quoi. Ouais. Lui est là sans être là, parce qu'il a aussi d'autres sujets. Donc t'es assez tôt seul aux manettes, quoi. Très tôt, ouais. Très tôt. Alors seul aux manettes d'un point de vue opérationnel, administratif. Après, on s'est entouré aussi relativement tôt de personnes qui avaient d'expérience dans ce qu'on faisait, parce que moi je sors de 4 ans d'industrie et de banque. Globalement, une ESN, je sais même pas ce que c'est quand on crée le truc. Donc si tu veux, on s'est quand même relativement bien entouré dès le départ sur les postes qui étaient les postes clés. Ouais, c'est intéressant ça, justement, de quelles compétences Thomas lui connaissait le monde de l'ESN ou... Non. Mais alors pourquoi vous décidez ensemble de dire tiens, on va monter une ESN et qui puisait dans la tech? À la base, on avait le projet, c'était plus une agence de com. Ok. Mais ça c'est le projet de base. C'est le projet de base. Mais pour faire une agence de com, il faut avoir du réseau et des gens. Enfin, quand tu vas voir les sociétés de com aujourd'hui qui se montent, c'est tous des anciens DA, des anciens directeurs de clientèle chez Havas, chez machin, chez truc, parce qu'en fait, il faut avoir du réseau. Si tu pars avec le couteau entre les dents, t'as beau avoir le couteau entre les dents, si à un moment donné t'as pas de réseau et que tu connais personne, ta com, tu l'as fait auprès de personne, quoi. Donc ça a pas, c'est pas ça, c'est que tu fais la com de personne. Et donc on a été obligé de pivoter assez rapidement. D'accord. Et on a vu une opportunité business assez forte sur l'IT, mais de base, l'idée c'était vraiment de partir avec pour faire de la com et des sites web, du WordPress, des choses très 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 simples. C'est à des années-lumière de ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien. On fait. Ça on y reviendra parce qu'effectivement aujourd'hui quand même sur des projets très tailor-made, très sur mesure quand même, ce que vous faites aujourd'hui chez Digi. C'est intéressant ça, je savais pas qu'à la base c'était quand même le plan était l'agence de com quand même. Ok, excellent. Mais alors du coup, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Mais alors du coup, de quelles compétences vous êtes entouré pour développer le business? On s'est entouré assez rapidement, mais ça je dirais que c'était dans les 2 premières années, de quelqu'un qui s'appelait Thomas, un autre Thomas, qui lui avait fait quelques années chez Alten.
qui est une ESN. Très grosse ESN, qui, par son savoir-faire et par ses compétences globalement de business développement, a amené des compétences chez Digi qui du coup ont été internalisées, qu'on a répliquées derrière sur un ensemble de business développeurs qu'on a eu par la suite. Et voilà. Et puis après, il y a eu d'autres sujets. Il y a eu notamment le recrutement de Patrice, qui est chez nous depuis maintenant 6 ans, depuis 2018, et qui a pris en charge l'ensemble de la production au forfait chez nous, et qui en a fait quelque chose qui cartonne. Qui cartonne, sur lequel on a des résultats qui sont incroyables, qui sont très très en dessus de ce qui se fait sur le marché, avec un taux de satisfaction client qui est gigantesque, avec des projets qui sortent toujours à l'heure, sans exception. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas délivré un projet qui n'était pas à l'heure, avec des gens avec des collaborateurs et des consultants sur cette partie-là qui sont tous très contents et sur lesquels on a pas de turnover. Donc, et c'est lui du coup qui devient DG, qui est devenu DG depuis quelques temps maintenant. Donc, ça fait partie de ces autres, de cette autre compétence-là technique qui nous manquait, dont on s'est entouré depuis 6 ans maintenant. D'accord. Alors, je le reprécise quand même pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent. Monter une ESN, c'est pas anodin, hein. Enfin, une société de service, il faut recruter des experts pour les envoyer en mission, les vendre en tout cas. Ouais. Et en général, ça demande un peu de cash quand même au départ. J'avais interviewé fin d'année dernière Frédéric Pacville, cofondateur d'Excelia, qui lui m'expliquait qu'avec son associé, ils avaient mis 60 000 chacun au départ pour amorcer, lancer la machine. Tu as eu la même stratégie, c'est-à-dire avec Thomas, ton associé, vous avez dit ok, on doit mettre X milliers d'euros sur la table pour avancer, ou ça ne s'est pas passé comme ça? Ce qui est souvent la logique pour lancer une ESN. Ouais. Alors, on a mis tout ce qu'on avait et on a mis 250 euros chacun. C'est vrai. Ouais. Non, c'est pas tout ce qu'on avait. On va pas exagérer, mais ouais, on a mis 500 euros. Ouais. 500 euros de capital et après, on n'a même pas mis de cash dedans. Mais alors, comment vous avez fait parce que là, on a fait. Comment on a fait? On a commencé avec des prestations au forfait. Mais l'avantage des prestations au forfait, c'est que tu peux demander quand même, tu peux avoir pendant quelques temps une partie de tes développements qui sont pris en charge parce que tu demandes des paiements upfront en partie. Ah oui, d'accord. Donc en fait, tu peux te retrouver avec un peu de cash, ce qui te permet d'embaucher tes premiers consultants. Ouais. Je précise pour ceux qui nous écoutent, paiement upfront, c'est-à-dire qu'on te donne du cash au démarrage de la mission. Oui, 30 ou 40% en fonction du projet. Ouais. Okay, ouais. Et donc avec ça, on a parce qu'on faisait que du forfait à l'époque. Donc on a fait un peu de cash pendant les premiers mois et les premières années, ce qui nous a permis derrière d'embaucher nos premiers consultants qu'on a fait partir en mission chez nos premiers clients. Mais ce qui explique aussi la croissance entre guillemets faible de Digi, c'est-à-dire que forcément quand tu pars avec 500 euros de mise de départ, bon déjà t'as pas grand chose à perdre, mais c'est surtout que ta croissance elle est quand même pas la même que si tu mets 50, 100 ou 200 000 euros quoi. Tu fais pas les mêmes erreurs, c'est-à-dire que globalement en général c'est un peu la frugalité ingénieuse, c'est-à-dire que quand t'as pas d'argent, en fait tu fais pas n'importe quoi avec, donc tu fais attention, chaque euro est dépensé à bon escient et tu te reposes 10 fois les questions avant de valider ta réponse, quoi. Et ça, même chose, pour caricaturer un petit peu, quand quelqu'un monte une ESN, il met quand même un peu de cash de départ, et il va surtout aller au plus simple, c'est-à-dire faire de l'assistance technique, c'est-à-dire à l'inverse du forfait, vendre consultant par consultant. Voilà. Vous, c'est intéressant, vous avez fait l'inverse. En général, les ESN vont vers le forfait après. Mais parce que le forfait demande plus de technicité aussi, demande plus c'est comme de la vente un peu plus complexe. C'est plus complexe et c'est aussi plus risqué.
C'est-à-dire que... Ouais, c'est plus engageant. Ouais. C'est complètement engageant. C'est-à-dire que tu es engagé sur un résultat. Demain, une ESN a un consultant qui travaille pas, entre guillemets, qui donne pas satisfaction à son client. Bon, le consultant, il sort de mission. On a un mois pour lui trouver une mission. Il y a quand même y a de quoi se retourner. Le forfait, tu t'engages sur un résultat. Donc, on te demande de produire ce qu'il faut produire dans les temps impartis et dans un budget qui est globalement contraint. Donc, tu peux pas te planter. C'est-à-dire que si t'as pas pris ta marge de sécurité, il suffit que tu aies un développeur qui bosse 5, 10, 15 jours de plus que ce qui était prévu, parce que tu as mal fait ta cotation au départ et qu'en fait, tu as pricé t'as pricé ton projet en dessous de ce que tu aurais dû faire, tu peux aller au tapis très vite, ouais. Ça, c'est fou, quoi. Alors, j'entends, tu t'es entouré des bonnes personnes, ok, mais toi, tu débarques dans le monde de l'ESN, tu mets 500 euros... 250 balles sur la table, et tu commences quand même par des projets complexes, justement, hyper engageants. Ouais, surtout qu'on a fait des vrais projets complexes. On a fait des applications mobiles à l'époque. Bon, aujourd'hui, ça paraît simple, mais genre, à l'époque, il y a 10 ans, il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait pas grand-chose pour les faire. Les frameworks, c'était pas le début du mobile, mais t'avais pas tout ce que t'avais aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, quelqu'un qui touche un peu, il peut se mettre sur des frameworks mobiles pour faire des choses assez rapidement et assez facilement. Okay. À l'époque, c'était une autre histoire, quoi. C'était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Donc il y avait beaucoup moins d'outils, c'était plus difficile. Du coup. Et comment tu fais toi à l'époque? Tu te formes avec les personnes que tu recrutes. Comment toi t'arrives à effectivement, parce que là tu me parles des frameworks, cela. J'imagine qu'il y a 10 ans c'était pas aussi évident que ça. Je savais pas ce que c'était, non. Voilà. Ouais. Comment toi tu fais pour justement appréhender ce nouvel environnement que tu choisis, que tu crées? Est-ce que tu te sens à l'aise dès le départ? Est-ce que quand tu fais face à un client, je m'imagine, ok, toi, t'es là, il y a encore, je sais pas, 1 an, tu faisais de l'audit ou t'étais chez PSA. T'emmènes pas large au début. Hein. Et tu t'es là comme ça, tu fais ça à des clients qui en plus mettent des montants assez importants, parce que le forfait, c'est quand même surtout aussi des montants importants. Tu fais comment? Alors, premièrement, j'ai un côté un peu geek. C'est-à-dire que le concept même d'une application mobile, d'un site web, d'une plateforme, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est-à-dire que je suis pas... ignorant complètement. Je suis pas ignorant et en fait, j'ai pas... contrairement à d'autres, j'ai pas fait de BizDev j'ai pas été business manager dans une ESN classique, une grande ESN, dans lesquelles tu ne fais que du BizDev. Donc en fait, j'ai pas eu le choix, si tu veux, de me mettre sur la technique. Alors après, je sais pas coder, hein, je vais pas raconter n'importe quoi, mais je comprends. Je sais comment fonctionne un site web, je sais comment fonctionne une application mobile, je sais ce que c'est qu'une base de données, je connais certains frameworks, voilà, je suis capable d'en parler, mais je suis capable aussi de faire un peu d'architecture autour de ça, mais ça reste très light et très conceptuel. Je comprends et j'ai une vision globale de ce que c'est. Maintenant, de là à dire que je suis capable d'aller taper une ligne de code, non. Mais alors, ne serait-ce que commercialement au départ, comment, qui va chercher les clients et qu'est-ce que vous racontez? C'est quoi l'histoire que vous racontez au premier client? Commercialement, au départ, on allait voir essentiellement les startups. D'accord. Bon. Et l'avantage, c'est que quand tu es persuasif avec les startups, je vais pas dire que c'est facile, mais c'est moins compliqué que d'aller frapper à la porte des grands groupes pour lesquels il faut se faire référencer, faut avoir parce que là c'était à l'époque c'était complètement impossible, on n'avait pas les épaules et on n'avait pas la carrure. Maintenant les startups à l'époque, et on a compris pourquoi après, mais il y a peu de monde qui veut bosser avec les startups en réalité. Okay. Pourquoi? Parce que tu as des délais de paiement qui sont aléatoires. Celui qui crée sa start-up, bien souvent son produit il n'est pas mature.
Donc en fait, tu te retrouves en face de quelqu'un qui change d'avis tous les 2 jours ou tous les 2 fois par jour. Quand tu vends du forfait autour de ça, c'est quand même très compliqué. C'est-à-dire que quand on te donne un cahier des charges s'il change tous les au 3 jour jours, 1 sur lequel tu fais ton devis et tu t'engages et au bout d'une semaine, le cahier des charges il a changé. Enfin, il y a une partie du cahier des charges qui a changé et qui change de temps en temps de manière globale. Enfin, c'est impossible. C'est impossible. Puis t'es pas sûr d'être payé, quoi. Donc en fait, on prenait un risque à l'époque qu'une ESN d'une plus grosse taille ou une autre, enfin que d'autres ne prenaient pas. Quoi. Ouais, d'accord. Que d'autres ne prenaient pas. Donc c'est comme ça qu'on a fait pour être convaincant entre guillemets. Et à quel moment le point de bascule justement se fait entre vous qui commencez à vous faire un nom sur le marché, vous vous développez, vous travaillez avec les startups, mais le point de bascule où vous commencez à toucher peut-être des clients plus gros, plus importants ou... Le point de bascule, ça a été l'arrivée de Patrice. Parce que structuration. C'est-à-dire qu'avec les startups, tu peux avoir le droit à l'erreur. C'est pas un sujet. Enfin, c'est pas un sujet. Globalement, quand tu as en face de toi quelqu'un qui te paye pas, qui met du temps à te payer et qui change d'avis tous les 3 jours. Ouais, le rapport, il est différent. Il y a un rapport de force qui est complètement différent. Et en fait, tu lui mets globalement 2 jours dans la vue, c'est pas très grave, quoi. Parce que lui, il est pas prêt de son côté à sortir son truc. Donc, tu te rends compte que personne n'est prêt, donc c'est pas un vrai problème. Enfin, ça peut être un problème financier pour toi si le projet se prolonge, mais globalement, ça peut ne pas en être un. Et par contre, quand tu parles aux grands groupes, aux grands comptes, bon, là, il faut quand même qu'il y ait une équipe qui tienne la route. Et t'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que t'as droit à l'erreur une fois, mais pas 2, quoi. Ouais. Ça va beaucoup plus vite pour être... alors, c'est beaucoup plus dur pour rentrer, évidemment, mais ça va beaucoup plus vite pour te faire déréférencer ou pour te faire sortir des marchés. D'accord. Donc 2018, structuration. Et donc on a embauché ce qu'on considère nous comme étant une partie des meilleurs du marché, avec un mindset très particulier, c'est des gens qui sont tous très investis, qui ont une culture de la clientèle, enfin du client globalement, qui ont une culture du délai de réalisation, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont engagés personnellement à sortir les projets, ce qui est quand même assez rare sur le marché. C'est-à-dire que, je ne veux pas parler pour mes concurrents, mais le modèle qu'on a aujourd'hui chez nous, il est très particulier. On a des gens, ça fait 5 ans, on en fait du forfait, hein, ça fait 5 ans qu'on n'a pas sorti un projet en retard, mais ne serait-ce que d'1 heure. Ah oui. Et pour avoir ça... C'est un peu votre marque de fabrique maintenant. C'est complètement notre marque de fabrique. Et pour avoir ça, pour faire ça, il faut des équipes qui sont investies. Sinon, c'est pas possible. Et qui sont investies plus que la moyenne. C'est pas... Enfin... Les gens sont... Enfin, ils ont tous conscience de la nécessité d'être investis. Ils ont tous aussi conscience de la nécessité pour le client d'avoir son projet. Parce que pour certains de nos clients, les dates, c'est les dates et on dépasse pas. Mais c'est surtout des gens qui sont hyper investis et qui sont aussi bien coachés et bien managés par, jusqu'à il y a peu de temps, Patrice. Ouais. Parce que tu fais pas 50 projets sans en sortir un labour avec des gens lambda, entre guillemets. C'est vraiment... C'est vraiment... et on a des gens qui sont capables... Enfin, on a des développeurs chez nous qui sont capables de passer d'un framework ou d'un langage à un autre du jour au lendemain, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Et parce que c'est des gens qui sont recrutés pour ça, qui ont de la curiosité, parce que pour passer de Symfony PHP à .NET le lendemain, c'est quand même une gymnastique, hein. Techniquement, c'est quand même pas la même c'est pas la même architecture, c'est pas le même langage, et il faut avoir envie de le faire. Donc c'est des gens qui ont cette envie-là, qui ont une notion d'investissement qui est très très supérieure à la moyenne, qui ont vraiment un sens de l'engagement des clients, enfin envers nos clients. C'est marrant dans ce que tu dis par rapport à tes collaborateurs. Je dirais presque que ça émane un peu. Enfin,
Ça me fait penser à toi dans ce que tu dis, c'est-à-dire, oui, tu n'étais pas ignorant de l'univers tech, etc., mais j'imagine que toi, par passion, obligation aussi, d'aller aussi mettre les mains dans le cambouis pour développer ton activité que tu avais choisi, etc. Tu n'as pas eu d'autre choix finalement de en permanence faire l'extra mile et te différencier par certaines choses et certainement effectivement respecter les deadlines là où ça se fait pas forcément sur le marché, etc. Et finalement... Enfin, c'est pas que ça se fait pas, c'est que... Enfin, en tout cas, c'est pas... c'est peut-être... Tout le monde dit qu'il va le faire, sauf que ceux qui le font vraiment, il n'y en a pas beaucoup quand même. Voilà. Ça, voilà. Parce qu'il y a un autre... Bon, vas-y, non, et en fait, peut-être que je me dis, dans ce que tu me racontes, je trouve que... Enfin, je trouve un lien, en fait, entre ce que tu me racontes, ce parcours hors norme, c'est-à-dire de faire des études, je dirais, classiques, école de commerce. Comme beaucoup, tu fais de la finance, de l'audit. Tu aurais pu aller faire une carrière dans PSA ou ailleurs, ou même intégrer un cabinet, je sais pas, KPMG, Price, machin, et puis tu aurais été content, en tout cas financièrement, certainement, etc. Enfin, je sais pas, en termes de... Enfin, voilà, la voie était un peu tracée, mais là, tu bifurques parce que effectivement, au fond de toi, tu sais que tu as envie quand même de créer ton propre espace. Donc, tu bifurques et tu pars sur ce projet. Mais tu vas finalement avec ta singularité, ta personnalité qui est véritablement d'aller au fond des choses, d'aller comprendre les choses et pas juste, t'aurais pu aussi, tu vois, comme tu l'as dit, être pas spectateur, mais peut-être être moins impliqué, peut-être plus tôt, mais c'est pas ce que je ressens quand je t'écoute. Je sens quelqu'un qui a eu envie de comprendre, qui est capable, ok, même si c'est léger, mais de faire un peu de code, un peu de ci, une réelle implication. Bien sûr. Là où, enfin, tu vois, je connais d'autres patrons de SN, ils n'ont pas forcément ce niveau d'implication ou eu ce niveau d'implication. Toi, on sent que c'est quelque chose que tu te devais presque à toi-même pour avancer dans ce projet. Alors, oui. C'est-à-dire que, en fait, j'avais pas le choix. Parce qu'en fait, quand t'es trois dans un... Alors, c'est pas un garage, mais c'est au fin fond d'une cour... et que t'as mis 500 € dans ta boîte, bon, bah, globalement, si tu t'intéresses pas au sujet, tu vas pas très loin, quoi. Donc, forcément, t'as pas le choix. Mais de manière complètement... par rapport aux autres patrons de SN que tu connais, bon, le vrai sujet, c'est que je ne viens pas de là. J'aurais fait 3, 4, 5 ans dans une grande boîte de conseil, j'aurais probablement fait différemment. Maintenant, c'est le parcours qui fait ça. Enfin, c'est mon parcours qui fait que j'en suis passé par là. Mais il y a aussi le sujet que j'ai. Moi, c'est quelque chose que j'aime, enfin que j'adore appréhender, parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse et que globalement, je suis un petit peu curieux, donc j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent. Puis c'est surtout qu'à un moment donné, tu peux pas aller voir tes clients sans comprendre ce que tu vends. Enfin, ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Il y en a beaucoup qui le font. Mais nous, quand on va vendre quelque chose à un client, on sait très précisément comment ça fonctionne. Et on a mis en place des solutions qui sont hyper techniques, hyper poussées, sur des hébergements très spécifiques pour certains gros clients. Bon, globalement, on comprend. Je suis capable de t'expliquer comment ça fonctionne, quoi. Et pourtant, c'est technique, et pourtant, il faudrait être certifié chez AWS pour le comprendre, etc. Mais parce que c'est des sujets qui nous intéressent, c'est toujours pareil. Et donc quand t'aimes les sujets, et que t'as une appétence et que t'as une curiosité sur ces sujets, bah moi je vais au fond, quoi. Enfin, je vais au bout des sujets, tu vois. Bah, même, tu vois, ta réponse fait sens dans ce que tu as dit au départ quand tu as présenté Digi, c'est-à-dire des experts qui parlent aux experts. Parce que on connaît le modèle classique de l'ESN, t'as quand même d'un côté les sales, les commerciaux d'un côté, qui ont la plupart un très beau vernis de ce qu'ils vendent selon la BU dans laquelle ils sont. Tu as les experts de l'autre, qui sont les experts, etc. Bon, et les deux mondes, parfois, dans certaines ESN, ne se parlent pas plus que ça. Mais c'est surtout qu'ils ne se comprennent pas, ouais. Et qu'ils se comprennent pas. Parce que tu as les commerciaux qui vendent des trucs qui sont infaisables, et puis les techniciens qui se retrouvent derrière à ramer pour attraper les sujets, ouais. Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup tes réponses qui sont faites de manière
tu racontes ça comme si c'était une évidence. J'essaie juste enfin, en tout cas, vu de ma porte, c'est pas si évident que ça. Tu vois, toi, ça te paraît évident quand je t'écoute parce que ça a été ton cheminement, ta façon d'appréhender effectivement un monde que tu ne connaissais pas. Et finalement, ce que tu me racontes sur tes collaborateurs, ce que tu veux mettre en place culturellement, soit ce que tu mets déjà en place culturellement sur les experts qui parlent aux experts, le respect des deadlines, etc. Je suis effectivement, ne serait-ce que le respect de la deadline, c'est sûr que quelqu'un qui a fait 15-20 ans en ESN et qui a déjà eu plein de projets à traiter et sur 8 sur 10 ont été décalés au moins 3 fois. Effectivement, ça rentre aussi dans les habitudes d'une personne et il dit bon, bah, si demain il monte une boîte, il dit bon, s'il y a un retard sur 1 ou 2 projets, finalement il se dirait que c'est pas très grave. Tu vois, toi pas du tout parce que après, c'est ma perception, effectivement, que tu ne viennes pas de ce monde-là. Tu dis, bon, ok, je vais monter en compétences, ça m'intéresse, c'est ma boîte, j'ai pas le choix, ok, mais il faut aussi que je me démarque par ailleurs, tu vois. Ouais. Et comment, alors moi, c'est comme ça que je le traduis, la façon dont tu te démarques finalement par ailleurs, c'est aussi en étant extrêmement rigoureux sur les deadlines. C'est en étant extrêmement précis sur la connaissance et le conseil que tu peux donner, en tout cas la posture que tu vas avoir, toi ou tes collaborateurs vis-à-vis d'un client. Je trouve ça hyper intéressant. Et finalement, tu arrives à un positionnement hyper premium, haut de gamme, je sais pas comment on dit, mais en tout cas très conseil. Et pas forcément perçu comme une ESN traditionnelle, classique, qui est là pour... qui a une posture de conseil, mais plus, en tout cas de provider de compétences. Ça oui, de conseil, c'est déjà plus rare. Tu vois. Et toi, quand je t'écoute, on élimine le côté je suis provider de ressources. Ah bonjour monsieur le client, il vous manque des ressources, je les ai. Non, toi j'ai plutôt en t'écoutant quand j'écoute Digi, je me dis ah tiens, si j'attends déjà plus du conseil et là dont la conséquence sera effectivement un projet opérationnel tenu dans les délais, avec beaucoup de qualité, du sur-mesure, etc. Est-ce que je me trompe sur la traduction ? Non, complètement. Mais parce que dans notre ADN et dans nos valeurs, on a vraiment... alors, ça peut paraître un peu bizarre de le dire, mais globalement, on a vraiment une de nos valeurs qui est l'honnêteté. C'est-à-dire que quand on va voir quelqu'un, on lui dit que ça va coûter cher. On lui dit que ça va coûter cher. Maintenant, qu'il y a des solutions et des choses qu'on peut faire pour lui, pour faire en sorte que ça lui coûte forcément cher, mais en 2, 3, 4 fois. L'idée, c'est pas, on a vraiment une stratégie d'approche de nos clients qui est assez, qui est, je pense, particulière. C'est-à-dire qu'en fait, on commence toujours par des petits projets. D'accord. On n'arrive jamais avec des trucs... avec des budgets à 500, 600, 700 000 euros. Très rarement. On arrive toujours chez nos clients justement par le biais du conseil, parce qu'on fait beaucoup de bouche à oreille, parce qu'il y a beaucoup de bouche à oreille autour de ce qu'on fait nous, et qu'en fait on a une personne qui un jour va dire bah tiens, appelez Digi, ils sont bien, ils ont fait ça pour moi, c'était super, ça s'est hyper bien passé, et en fait on arrive toujours sur des problématiques, sur des vraies problématiques. C'est-à-dire que les gens font appel à nous dans les sociétés quand il y a un vrai sujet, un sujet à traiter en un mois. On a un exemple, il y a 1 an et demi, on a quelqu'un qui est venu nous voir en nous disant j'ai une application, il faut absolument, j'ai pas le choix, il faut absolument qu'elle soit sortie dans 1 mois. Et on a fait en 1 mois ce que les autres ESN concurrentes avaient proposé en 3 ou 4 mois. Ah oui. Donc en fait, on a vraiment... Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on a été, d'un point de vue conseil, on a fait en sorte aussi de réduire un petit peu le scope par rapport à ce qui avait été demandé en premier lieu. On a fait tout de suite un POC qui permettait de prouver que l'application elle fonctionnait et qu'elle allait pouvoir être en ligne rapidement. Et puis surtout, c'est l'investissement. C'est l'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait en sorte, intellectuellement, de killer une partie des sujets. Vous partagez les risques, mine de rien. C'est un peu le contrat sous-jacent, tu vois, en tout cas dans la posture. Ouais. Et c'est ce genre de choses, c'est ce genre de sujets sur lesquels on intervient de manière, alors
c'est pas toujours ça, hein, mais de manière, on intervient assez souvent de manière sur des contextes d'urgence. Où en fait, on nous dit, bon, bah, j'ai un sujet. C'était d'ailleurs un peu la spécialité de Patrice, enfin la spécialité quand il était dans son ESN précédente, c'est qu'en fait, quand il venait, il fallait, c'était souvent parce que les projets, enfin pas tout le temps, mais de temps en temps, parce que les projets partaient dans des directions qui n'étaient pas les bonnes, et qu'en fait, il fallait tout remettre d'équerre, quoi. Donc en fait, on met en place pour certains de nos clients et dans certains contextes des task force qui nous permettent de sortir très rapidement des projets avec des enjeux importants et dans les délais, quoi. Et puis surtout, ça fonctionne. Ouais. Je vais pas dire que c'est rare, mais globalement, il y a quand même beaucoup de sociétés de services auxquelles tu fais appel. Bon, ça marche pas toujours très bien, quoi. Et puis surtout, t'es rarement dans les délais. Ouais. Ou alors ça te coûte excessivement cher. Ouais. Aujourd'hui, ça fait combien de temps d'années? C'est la 10e année, 11e année? 10e, ouais. 10e année. Quel est pour toi Alors, alors, on en a discuté un peu avant l'interview. T'as envie de partir dans une direction précise avec Digi, en termes de culture, de valeur. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Alors, on est aujourd'hui sur un... Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a le marché de l'ESN, qui est globalement un marché qui est hyper concurrentiel, sur lequel il faut se démarquer. Ça, c'est le constat numéro 1. Et le deuxième constat, c'est le constat de ce qu'on est et de qui on veut être. Et globalement, je pense qu'avec Patrice, on s'est bien trouvé sur le sujet. C'est qu'on a une volonté commune et une vision commune sur ce que doit être Digi demain et sur ce que doit être une ESN demain, tel qu'on le voit. Donc on est globalement assez alignés sur ces deux sujets. Et c'est quoi justement une ESN pour vous? Le ESN de demain, c'est quoi? Le ESN de demain, c'est une ESN qui soit, qui soit pas badge ESN, c'est-à-dire qui soit à rebours du modèle qu'on connaît aujourd'hui, qui est un modèle très industrialisé, très avec beaucoup de turnover, avec des consultants qui sont pas forcément impliqués au quotidien, où on a des sociétés qui sont pas impliquées non plus dans les missions de leurs consultants. L'idée pour nous, pour Digi, c'est d'atteindre 200 consultants en 2028. Ok. Donc c'est une ambition qui est quand même qui est assez forte. Autour de ce qu'on se disait tout à l'heure, qui est un motto entre guillemets, c'est des techs une boîte tech par des techs, en faisant en sorte justement qu'on ait toute une partie de notre staff qui soit au quotidien auprès de nos consultants et qui soit là pour leur parler tech. C'est-à-dire que demain, un consultant, alors on en parlera peut-être, mais on a fait des choix de langage et de framework aussi assez importants. L'idée, c'est que demain, nos consultants soient coachés au quotidien par des techniciens, des anciens techniciens de Digi, pour leur permettre d'évoluer, pour leur permettre de faire des gaps, entre guillemets, dans leur carrière et dans les postes qu'ils ont chez leurs clients. Parce que, juste, pardonne-moi de t'interrompre, mais les choix de tech que vous avez fait, quels sont-ils et en quoi ça a un impact important dans votre stratégie? Alors, il y a deux langages auxquels on croit beaucoup, qui pour nous sont l'avenir du développement, c'est le JavaScript. D'accord. Et le .NET. Pourquoi ces deux-là particulièrement? Parce que c'est poussé par des sociétés qui sont énormes et qu'on a, pour parler que .NET, on a Microsoft qui prend une très grosse partie de toutes les infrastructures cloud aujourd'hui. D'accord. Chez les grands comptes, enfin dans toutes les grosses sociétés. Ils ont mis un pied là-dedans avec les suites bureautiques il y a très longtemps et aujourd'hui ils sont très implantés dans les entreprises. D'accord. Et donc ça fait sens pour nous. C'est des technologies qui font sens et qui pour nous sont l'avenir, parce qu'en fait ça va être des contraintes pour les entreprises de faire du JS et du .NET. On peut se tromper, hein, mais globalement c'est notre conviction aujourd'hui.
Et puis on ajoute aussi à ça le mobile pour faire parce qu'on a quelques consultants aussi qui font de l'iOS et de l'Android et puis de la chefferie de projet parce que la chefferie de projet pour sortir un projet c'est clé. Et je ne veux pas dire que c'est plus important que les développeurs mais faire sortir les projets ça repose en bonne partie sur l'organisation que tu mets derrière pour faire en sorte que les projets sortent quoi. Ok. Et du coup en tout cas les gens vous rejoignent parce qu'effectivement, il y a ce côté très métier. Du côté, un expert va parler à un expert. Être vraiment, ça, c'est une des raisons pour laquelle un consultant va vous rejoindre principalement. C'est ça. Ouais. Et puis, on a une particularité aussi. J'ai pas complètement terminé ce que je voulais dire tout à l'heure, mais je pense qu'on est profondément honnête sur ce qu'on vend. Mmh. Et en fait, on est honnête avec nos candidats aussi. Et en fait, on leur survend pas. On leur promet pas monts et merveilles pour qu'ils viennent chez nous, quoi. On est très pragmatique. Mmh. Et on est les plus transparents possibles sur ce qu'on a à leur proposer, ce qu'on a à leur offrir. Mmh. Et aujourd'hui, on leur propose de faire partie d'une boîte qui sera d'ici quelques années leader sur son marché, sur du .NET, sur du JS. Et l'idée, c'est qu'ils aient demain un badge Digi sur leur CV, qui soit reconnu comme un badge d'excellence sur leur métier. Ouais, donc c'est ce qu'on leur vend, c'est ce en quoi on croit profondément aujourd'hui, et c'est ce vers quoi tout le monde est tourné aujourd'hui chez Digi pour faire croître Digi autour de ça. Ouais, c'est finalement la même honnêteté que tu évoquais tout à l'heure, lorsque tu disais un client vient nous chercher en général un peu dans l'urgence. Il y en a qui expliquent qu'ils peuvent faire le projet en 3, vous pouvez le faire en 1 mois. Enfin, ce type de contexte pousse finalement à la totale transparence pour qu'il y ait un engagement clair et un cahier des charges qui va dans le bon sens et finalement c'est encore une fois on revient sur la marque de fabrique qui va de respect des deadlines, mais justement en amont si on fait le fil, on tire le fil, respect des deadlines impose une honnêteté, une transparence presque sans faille pour réussir dans ce type de contexte. Et autour de ça, on a créé, on a notre comment dire, on a notre baseline entre guillemets qui est one truth de proof, qui est en fait globalement aujourd'hui on existe par la preuve, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on fait est prouvé et est complètement et on est hyper transparent sur ces sujets-là. Tu vois, on a mis en place aujourd'hui, quand on enregistre ce podcast, c'est pas encore, ça n'a pas encore été publié, mais on a mis en place la méthode Prove, qui est persévérer, repenser, open mind, donc c'est ouvrir notre esprit, vérifier et expliquer. En fait, c'est les 5 valeurs qui nous caractérisent aujourd'hui, et sur lesquelles on est vraiment à l'aise. C'est-à-dire qu'on est capable d'apporter énormément de pédagogie chez nos clients, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir des clients qui sont pas forcément des clients techniques. On est capable d'aller voir des clients et de leur expliquer de leur expliquer ce qu'on va faire de la manière la plus simple possible pour désacraliser entre guillemets tout ce qui se passe derrière, parce que ça les concerne pas forcément. C'est quand même quelque chose qui est plutôt anxiogène pour eux. Quand tu connais pas quand tu sais pas comment fonctionne une application mobile, une application web et un hébergement, bon, globalement, moins on t'en parle, mieux tu te portes, sinon c'est hyper anxiogène. Et donc c'est aussi avec ça qu'on va voir les clients. Mais on explique, on est hyper ouvert sur les méthodos et sur plein de sujets, on s'adapte vraiment beaucoup à ce que veulent nos clients. Et puis persévérance, quoi, parce que on est capable de faire des heures ici à rallonge pour faire en sorte que les projets des clients sortent dans les délais, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un peu à contre-courant de ce qu'on peut entendre sur le marché.
d'être honnête et de dire ok, si tu intègres la boîte, peut-être qu'effectivement tu feras des horaires à rallonge, mais parce que on a service Alors, client. c'est pas tous les jours, hein. Non, mais bien sûr. C'est mais pas en tous tout les cas, jours, mais en tout cas, vous avez l'honnêteté de le dire, Mm. et en même temps, c'est ce qui fait la c'est ce qui culture fait de la aussi. boîte, la Ouais. beauté du geste, Ouais. je dirais, parce que vous prenez des projets dans des contextes bien particuliers. Ouais. Bah, pas que, mais en partie. Ouais. En partie. C'est souvent comme ça qu'on rentre chez nos clients sur des projets complexes, compliqués, à fort d'enjeux. Ok. C'est-à-dire que la première fois qu'on va voir les clients, ils font souvent appel à nous parce qu'ils sont, je vais pas dire au bout du rouleau sur un sujet, mais ils ont un peu épuisé, le marché, Les options, ouais. les options, et en fait ils tombent sur Digi. On est, je pense, rassurant. On a un track record qui parle pour nous aussi sur ces aspects-là. Et donc forcément on est. Ouais, parce qu'on en parlait, vous avez démarré plutôt avec des startups au départ, mais Ouais. aujourd'hui, avec si tu peux citer quelques clients, peut-être de moyenne et grande taille aujourd'hui, Aujourd'hui on travaille essentiellement avec des grands comptes. avec que des grands comptes. Que des grands comptes. Ok. On a 2-3 clients qui sont des PME, mais c'est très rare. C'est très rare. Ok. Grands comptes comme qui, par exemple? On travaille avec EDF, on travaille avec Total, on travaille avec RTE, on travaille avec le groupe Clariane, anciennement Club Corian. Ah oui, ok. Voilà. Ah ouais. Pour certains, on travaillait une époque avec Mobilize Financial Services, qui est une filiale de Renault. Voilà. Mais c'est essentiellement des gens qui sont. Alors, ils sont pas. Je veux pas dire qu'ils ont frappé à la porte, mais on a toujours trouvé ces clients-là dans des contextes particuliers. Parce que ah tiens, j'ai entendu. Ah tiens, t'as une galère sur ton projet. Je connais ces gens-là, ils sont très bien. Appelle-les et voilà. Et ça permet de rentrer du coup chez des clients. Quand t'as pas de notoriété avec tes personnes, en fait c'est un bon moyen globalement de rentrer sur des marchés. Ouais, mais en même Mais temps, derrière, faut délivrer quoi. oui, mais en même temps, c'est plutôt top que sur le marché. Si à un moment donné un grand compte se trouve dans cette situation, Ouais. que finalement de fil en aiguille on l'oriente vers vous. Ouais. C'est une vraie différenciation, effectivement, quand même dans l'océan des ESN, parce qu'il y en a quand même énormément. Ouais. Avoir une Ouais, mais identité. comme nous, il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, mais c'est pour ça, avoir une Enfin, il y en a identité, pas, en fait. une identité, une marque de fabrique sur un instant T, Ouais. c'est déjà extraordinaire d'avoir créé ça et d'être reconnu là-dessus. Qui plus est pour quelqu'un qui ne venait pas de ce monde-là, parce que quand même globalement, alors je vais pas faire des généralités, mais il y a peut-être plus de SN qui ont été montés par des anciens collaborateurs de SN que des gens comme toi finalement, Ouais. hein, parce que ça c'est quand même un métier. Bon, c'est particulier. C'est assez particulier, je suis d'accord. Enfin, c'est particulier. C'est vrai que si t'as jamais mis les pieds dedans, bon, ça peut paraître un peu. Bah, moi, c'est ce que je trouve marrant, c'est que tu as été à contre-courant un peu du profil type du créateur de SN. T'as pas fait carrière en ESN. C'est souvent le cas quand même chez certains, enfin la plupart. En général, ils mettent un peu de cash. Oui. Toi, tu pars avec 250 balles, c'est pas mal. C'était beaucoup à l'époque. Celle-là, moi, je la trouve énorme, celle-là. Et pour au final, effectivement, je trouve au final, tu vois, faire une. Alors, même si j'entends, bien évidemment, ils ont joué un rôle. Ton premier associé, les premiers collaborateurs, Patrice il y a quelques années qui rentre, mais finalement le fil conducteur du début à aujourd'hui c'est toi, et quand j'écoute ce que la création, le développement et ce qu'aujourd'hui est Digi, je trouve que c'est assez en tout cas, ça respire la façon dont tu as appréhendé cet univers, la façon dont toi tu t'es intégré à cet univers, et finalement, c'est cette marque de fabrique, c'est l'extension de ton développement, j'ai envie de dire, de cette approche que tu as eue, passion, appétence, intérêt,
obligation peut-être parfois évidemment. Voilà, et surtout de manière intrinsèque à tes valeurs, c'est-à-dire honnêteté. No bullshit, pour pouvoir en tout cas faire face, parce que c'est marrant quand je dis honnêteté, je sais pas pourquoi j'ai cette image, alors ça se trouve ça n'a jamais été le cas, hein, mais je t'imagine devant ton premier client, t'emmènes pas large, tu connais pas encore vraiment le monde, le milieu comme tu le connais aujourd'hui. Finalement, ce que tu vends, c'est toi, c'est ta personne, c'est tes valeurs, c'est que ta personnalité. Le client, il ne peut qu'acheter Benjamin Gros, en fait. Ouais, mais parce que... Oui, mais c'est important aussi, parce que pour certains clients, tu le sais, qu'est-ce qui te donne, entre guillemets, quand ils te donnent un projet. Ils jouent pas tout, ils jouent pas leur carrière, je vais pas caricaturer, mais c'est quand même... c'est des sujets importants. Ils peuvent pas se planter, ils peuvent pas dépenser des centaines de milliers d'euros dans des projets qui vont pas sortir, donc en fait ils sont obligés de te faire confiance. Ils n'ont pas le choix. Alors, après il faut inspirer confiance et faire en sorte derrière de déclencher ce sentiment-là chez celui qui est en face. Mais je trouve ça assez génial, tu vois. 10 ans plus tard, dis-moi si tu es d'accord avec ça, mais c'est très organique en fait, ton organisation. Parce que finalement, aujourd'hui, tu es dans un projet où tu veux effectivement que les experts parlent aux experts. Et que effectivement c'est pas tout le temps le cas, que certains fassent l'extra mile sur certains projets qui comptent pas forcément leurs heures, etc. Là on parle effectivement de valeur de la personne, est-ce qu'elle va être alignée avec ça, est-ce qu'elle sera prête à le faire, etc. Toujours pareil, un peu une extension de ce que toi tu as pu faire au départ et ce qui est ancré chez toi, c'est-à-dire vraiment le respect de ce sur quoi tu t'es engagé. Et finalement, c'est aussi des critères de sélection auprès de futurs collaborateurs. Est-ce que finalement, ils ont ces valeurs-là ? Est-ce qu'ils seront prêts à aller chercher cet engagement pour répondre aux besoins clients, mais pour faire aussi envoyer le message aux clients, chez Digi, nous sommes comme ça, nous sommes une communauté qui fonctionnons comme ça. On n'est pas là à se dire, non, on va faire... alors, j'ai rien du tout contre la semaine de 3 jours ou de 4 jours ou whatever, hein, mais justement, on parle souvent de ces sujets-là en ce moment sur le marché, et là, on parle d'autre chose. On parle d'être très honnête et transparent sur ce qu'on est capable de faire chez Digi. Ouais, mais parce que c'est sur le marché, c'est plus difficile. Je veux dire, aller dire, je vais pas caricaturer encore une fois, mais aller dire, aller faire un bout de journal ou un bout d'interview à la radio pour dire que tu vas mettre en place la semaine des 4 jours dans ton entreprise. Bon, c'est très bien, on parle de toi, ça fait un peu de pub, mais bon, à un moment... Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que moi, je trouve... moi, ce que j'aime beaucoup dans ton discours, c'est que finalement, déjà aussi, tu arrives comme une extension en tout cas de la façon dont toi, encore une fois, tu as appréhendé, tu t'es développé, etc. Tu en as fait des valeurs, tu en fais un socle sur lequel en tout cas une communauté peut se poser et se développer. Et effectivement, sans faire de comparaison pour ceux qui vont peut-être aller chercher d'autres formes d'innovation sociale ou d'autres, et qui seront très bien par ailleurs, non, mais bien sûr. Et c'est d'autres communautés. Mais toi, tu as créé cette communauté-là avec autour de tes valeurs et qui finalement le marché y répond très bien parce que effectivement ça vous permet à certains moments de la vie d'une entreprise sur certains types de projets de vous retrouver en symbiose et de bosser ensemble et de faire en sorte que ça marche et ensuite de fil en aiguille ça crée des plus longs projets et puis des relations durables business. Mais parce que aussi j'y crois profondément, c'est-à-dire que tout ce qu'on se dit, j'y crois et on y croit avec Patrice. C'est-à-dire qu'on est convaincu, personnellement, je ne veux pas dire qu'on dormirait pas la nuit, mais aller voir des clients et leur raconter n'importe quoi, on n'est pas à l'aise avec le sujet en fait. Il y en a beaucoup qui le font, ça marche tant mieux, mais c'est pas notre mode de fonctionnement. C'est pas notre mode de fonctionnement. On se démarque par ça,
c'est quelque chose qui nous permet à nous de nous épanouir personnellement, de faire en sorte que nos consultants soient épanouis. Et c'est quand même une partie du succès. De faire en sorte qu'on soit aligné avec ces valeurs-là. Et voilà. Après, c'est vrai qu'on va globalement que ce soit enfin c'est pas le sujet là aujourd'hui, mais globalement que ce soit Patrice ou moi, pour ne prendre que lui, enfin on va au fond des choses. Je suis en train de refaire une maison, j'ai acheté aujourd'hui, c'est pas moi qui vais la faire, hein, j'ai acheté un bouquin qui fait 600 pages sur l'électricité. Okay. Non mais tu vois, parce qu'en fait j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne, alors qu'en fait je vais juste payer quelqu'un qui va faire l'électricité et c'est terminé. Je veux juste savoir comment ça fonctionne. Okay. Parce que mon baquet c'est un peu loin et voilà, j'ai envie d'aller au bout du sujet. Okay. Et quand je suis pas passionné d'électricité. T'as des idées particulières sur la lumière, enfin l'électricité in fine dans ta maison. Enfin, tu veux faire des trucs un peu bizarres. Oui, mais d'accord. Non, enfin oui et non, mais non, mais ce que je ça va être une discothèque en fait. Tu seras invité. Non, mais non, ce que je veux dire, c'est que que ce soit Patrice ou que ce soit moi et même d'autres gens, je pense à, enfin il y a d'autres gens ici. On est tous globalement passionnés par ce qu'on fait. Et quand on est passionné, on va au bout. Et c'est aussi une des marques de fabrique qu'on a. C'est-à-dire que ça nous permet aussi, chez nos clients, de nous différencier et de savoir de quoi on parle quand on va chez les clients. Enfin, tout à l'heure, je disais que j'y connaissais rien et que j'y connaissais pas grand-chose et que j'étais très novice sur tout. On est quand même capable, tous autant qu'on est ici, d'aller voir les clients et de leur expliquer comment va fonctionner leur application et quel type d'architecture on va mettre en place. Mais parce qu'on connaît quand même nos sujets. Oui, non, mais ce que tu dis, non, mais évidemment, pour des sociétés d'experts, connaître vos sujets, c'est évident. Mais par contre, c'est presque comme la façon dont tu dis, c'est intéressant. C'est n'importe qui dans la boîte, de toi à n'importe qui, ou en tout cas capable de faire. Peut-être pas n'importe qui, mais une grande partie de l'équipe est capable de comprendre de comprendre d'un bout à l'autre tout ce qu'on met en place chez nous. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Enfin, voilà, on a plein de. Mais parce que c'est un ADN aussi et c'est un mindset en fait qu'on a. Ouais, bien sûr. Que ce soit Patrice, que ce soit moi, quand on est passionné, on va au bout des choses quoi. Et on fait les choses jusqu'au bout et bien. Pour terminer cette interview, parce qu'on est dans le sujet, en tout cas dans une interview hors norme. Pour moi, encore une fois, hors norme, c'est quelqu'un qui a su trouver sa singularité, ce qu'on évoque depuis quelques minutes maintenant, et qui l'a placé dans le bon environnement. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu estimes être... en tout cas, l'environnement que tu t'es créé, tu estimes être le bon, et est-ce que tu te verrais en changer ou pas du tout ? Alors oui, j'ai créé mon environnement. C'est-à-dire que si je suis parti de mon ancien boulot il y a maintenant 10 ans, c'est qu'il y avait une raison. J'ai eu cette chance de pouvoir créer de toutes pièces un environnement qui me convenait. Globalement, quand tu recrutes tout le monde, tous les gens qui travaillent pour toi, c'est quand même un bon moyen de créer ton environnement. Est-ce que j'en changerais Est-ce que tu te sens bien aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, parce que je fais ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai une certaine liberté. Alors j'ai beaucoup de contraintes aussi. Hein. Je vais pas te lancer des slogans sur l'entrepreneuriat, c'est génial, on fait ce qu'on veut quand on veut. Non, ça c'est des conneries. Il y a que ceux qui en ont fait, qui en ont jamais fait, qui te le racontent. Ouais. Mais globalement, non, mais oui, évidemment. Les sujets sont passionnants, les clients sont hyper intéressants. On a un quotidien qui est hyper challengeant, que ce soit ici, que ce soit chez nos clients. On rencontre plein de gens hyper stimulants. On a une équipe qui est franchement géniale. Ouais. Et aujourd'hui, pour rien au monde, je changerais. Alors on va grossir, ça fait partie du jeu. Mais c'est pour le meilleur. Mais on sait aussi qu'un des enjeux de notre croissance pendant les 3, 4, 5 prochaines années, ça va quand même être de faire en sorte de garder cet ADN-là. Parce que on sait que quand une société croît,
Bah, tu mets du middle management, il peut y tu avoir recrutes sur du volume, donc les gens sont moins, tu regardes moins, enfin, tu vas forcément un peu moins enfin, forcément, tu vas moins au fond des choses. Tu peux avoir fais plus d'erreurs. Peut-être un peu de déperdition. Ouais, t'as de la déperdition. Et donc, un des enjeux qu'on a identifié sur les prochaines années, c'est de faire de la croissance, mais une croissance qui nous ressemble. Okay. Pour pas perdre cet ADN-là et ces valeurs auxquelles on croit. Ouais. Ça va être un des enjeux sur les prochaines années. Ouais. Super. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi. Merci encore de nous avoir accueillis dans tes locaux. Si vous avez des questions, interrogations, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les envoyer, j'y répondrai avec grand plaisir. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Hors Normes avec moi. J'espère qu'il vous aidera à oser vous écouter, à faire des choix audacieux et à prendre un chemin hors des normes. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager à vos proches, mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous souhaitez également me suggérer des invités ou tout simplement me faire part de vos retours, vous pouvez me contacter via mon compte LinkedIn. Je suis Jess Bichet et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Hors Normes.